Merci bien, madame. Je voudrais, pour gagner du temps, partir de 3 expériences vécues et d'un principe, un rappel de principe. Je suis chargé d'introduire le débat sur l'apport des avocats à la qualité des arrêts de cassation. Première expérience vécue, j'étais jeune avocat au barreau de Paris et j'avais un dossier au tribunal de Créteil, et en attendant que l'audience correctionnelle commence, je suis monté voir un juge d'instruction en haut pour consulter 2 dossiers chez lui, et je ne sais pas de quoi on parlait, puis je lui ai dit, un moment donné, je ne suis qu'un modeste auxiliaire de justice. Ce juge s'est fâché. Il m'a dit de m'asseoir. Moi, j'étais pressé, je me suis assis. Il m'a dit de répéter jamais plus ça. Vous êtes une pièce maîtresse des procédures, et il m'a abreuvé des expériences qui l'ont conduit à dire que sans avocat, lui ne peut pas juger. Première expérience. Je termine cette expérience à Paris, je rentre à Cotonou, je prête serment ici, et très tôt, j'avais un dossier correctionnel qui m'avait emballé très fortement, à un point tel, constitué pour le prévenu. J'ai fait des conclusions écrites, doctrine, jurisprudence, tout, pour montrer que mon client était innocent, qu'il fallait le relaxer purement et simplement. La juge, la dame, je donne son nom, Victoire Agmarin, parce que elle m'avait marqué ce jour-là. Elle a pris son temps, elle a rédigé entièrement sa décision. Elle est venue à l'audience, elle a lu du premier mot au dernier mot du dispositif. Attendu que. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, je me ramollissais. Et après l'audience, je l'ai suivie dans son cabinet. J'ai dit de me donner son factum à lire. J'ai lu 5 minutes complètement. Et quand j'ai fini de lire, j'étais convaincu. Je me suis levé, je lui ai serré la main et je lui ai dit, voilà comment j'aime perdre. Mon client m'attendait à mon cabinet. Je suis allé au cabinet et j'ai expliqué au cabinet pourquoi, j'ai expliqué à mon client pourquoi il a été condamné. Et je lui ai dit, le juge a raison. Ce jour-là, j'ai définitivement compris que l'avocat est un élément d'intermédiation entre le juge, entre la décision et le justiciable. 3e expérience. Je vais à la Cour constitutionnelle. Je voyais avant mon arrivée à la Cour constitutionnelle que les décisions tenaient juste sur quelques pages. C'était trop sec. J'ai pris de vieux dossiers que j'ai lus et j'ai vu qu'il n'a pas été répondu à toutes les prétentions, à tous les moyens de certains justiciables. Or, le justiciable est convaincu, il porte ça devant le juge, il faut qu'il trouve sa réponse, c'est un élément de pacification. On m'a expliqué à la cour que ça va prendre trop de papier, de pages. Je dis non, la paix n'a pas de prix. Il faut que le justiciable se retrouve à l'intérieur de votre décision et que la réponse que vous donnez à sa prétention s'y trouve également. Et on a changé, nous avons augmenté la pagination. Voilà 3 expériences vécues desquelles j'ai tiré un certain nombre de leçons. Mais maintenant, il y a un principe fondamental que nous ne devons pas oublier, quel que soit le niveau de la juridiction, c'est que, sauf en matière des droits de l'homme, pas d'intérêt, pas d'action. Le justiciable porte sa prétention à lui est souvent contredite par son protagoniste. Ceci dit, l'apport initial pour une bonne décision de justice part sur ce fondement-là, part de l'avocat. C'est les avocats qui tracent le cadre du procès. Lorsqu'on vient devant la haute juridiction, il y a des moyens de cassation. Donc, je dois dire que l'avocat est un élément clé dans la procédure de cassation et dans la qualité de décision
de la Cour. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que cet apport a toujours été effectif? Je réponds aussi non. Mais principalement, c'est cet apport qui détermine la qualité de la décision. En tout cas, qui contribue au prime abord avant toute chose. Et cet apport-là est à un double niveau. D'abord, le fond et ensuite la forme. Au niveau du fond, n'oublions pas qu'ici, nous sommes en cassation. Le juge de cassation, le juge suprême, a le rôle essentiel de dire le droit. Mais il y a un point de départ pour l'avocat du demandeur au pourvoi. Le point de départ, c'est quelques données. Ce sont des éléments qui ne doivent jamais et qui ne quittent jamais le bon avocat lorsqu'il se retrouve en cassation, quand il aborde les critiques à formuler contre la décision querellée. Il y a d'abord la distinction entre le fait et le droit. Même lorsqu'il y a une extension jurisprudentielle au niveau des faits, le fait et le droit doivent être bien distincts dans la tête de l'auteur du mémoire ampliatif et également du mémoire du défendeur au pourvoi. Deuxième élément à avoir en tête, ce sont les cas d'ouverture à cassation et les moyens de cassation. Les cas d'ouverture sont là, mais il faut, en connexion avec l'arrêt querellé, voir quels sont les moyens de cassation que l'on peut tirer contre la décision querellée. Et globalement, les moyens de cassation, pour moi, je les classe, il y a plusieurs classifications, mais je les classe globalement en deux grands groupes. La violation de la loi et ses extensions possibles, et la dénaturation avec ses extensions possibles. Ça doit être clair. Troisième élément, c'est la connaissance de la méthode qu'utilise la Cour. Si vous n'avez pas une exacte connaissance des juges qui vont statuer, de la juridiction, ses habitudes, vous n'allez pas savoir comment ordonner vos moyens. Ceci dit, ça c'est le fond, les éléments de fond que l'avocat demandeur au pouvoir doit avoir en tête et que l'avocat défendeur aussi ne doit pas perdre de vue. Et une fois que vous avez détecté le moyen, les cas d'ouverture et les éléments de fond à avoir en tête, vous avez les moyens de cassation qu'il faut choisir. Et là-dessus, je dis qu'il y a parfois des moyens un peu fantaisistes, je reviendrai dessus tout à l'heure si j'ai le temps. Et puis, il faut mettre ça en forme, mettre le tout en forme. La forme, une fois que les moyens sont retenus, il faut savoir les présenter avec clarté et au besoin avec distinction des branches. Ceci dit, toutes les situations ne sont pas comme je viens de le décrire. Il y a des situations où le demandeur au pouvoir lui-même embrouille ou tente d'embrouiller davantage le juge. Donc, il y a des défaillances. Défaillances sur le fond, le demandeur au pouvoir choisit mal ses moyens. Les moyens n'ont rien à voir avec l'arrêt querellé, j'en ai vu, et c'est placé dans une forme complètement désordonnée. Or, l'avocat a pour mission de faciliter la tâche au juge, d'éclairer le juge dans sa mission. Je ne peux pas aller plus loin, nous sommes à la 9e minute. En conclusion, je dois dire ceci. Un avocat qui n'a pas été... Moi, j'ai fait ma formation dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. J'ai suivi les stages organisés par l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Je n'ai jamais fait de stage dans un cabinet d'avocats à la Cour d'appel. J'ai eu le temps de voir la distinction. Et je me demande qu'un bon avocat bien formé doit pouvoir présenter de très bons mémoires devant la Cour. Et l'Ordre des avocats doit certainement intégrer ça dans la formation. Les uns, dans certains pays comme la France, il y a un ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
qui est un ordre distinct de l'ordre des avocats à la cour d'appel. Puis, il y a des pays où les avocats du barreau sont agréés pour aller à la Cour suprême. Il faut nécessairement une certaine formation spécifique. Mais il n'y a pas que les avocats qui peuvent embrouiller une décision. Les juges aussi, ça leur arrive. Et depuis quelques années, j'en ai noté à un point tel que mon cabinet se bat pour le rabat d'arrêt. Et heureusement, la Cour suprême du Bénin ne s'y est pas opposée. Et une fois, mon cabinet a obtenu la reconnaissance de rabat d'arrêt parce que le juge, même lorsqu'il est suprême, est une personne humaine, susceptible d'erreur, susceptible d'être influencée, soit par le politique, soit par autre chose, et dérailler et déraper. Ça, c'est clair et c'est net. Et ces dérapages circulent aujourd'hui en Afrique, je ne veux pas en dire plus. Et aujourd'hui, je dois me féliciter de ce que une nouvelle loi a été votée le 27 juin dernier au Bénin, qui emboîte le pas un peu au Sénégal, et cette loi vient d'être votée. Elle ne s'est pas encore promulguée en son article 33. Ce nouveau texte a admis le rabat, a formalisé le rabat d'arrêt en République du Bénin. Et je dois dire que dire le droit et être compris, c'est bien, c'est nécessaire. Mais à quoi servent les avocats? Les avocats, c'est l'intermédiaire clé entre le justiciable et le juge. Mais les membres de la doctrine sont là pour commenter les arrêts. En conséquence, il n'appartient pas, à mon point de vue, au juge suprême de trop se préoccuper de cela. Les moyens de se faire comprendre existent et il n'y a qu'à y recourir. Voilà ma doctrine et je m'arrête là. Merci.